Bonjour à toutes et à tous, je suis Fred Bousseau et je suis ravi de vous accueillir dans Trail Business Club, le podcast qui vous plonge dans les coulisses du trail. Trail Business Club est produit par Milestone, le média des professionnels et des passionnés de trail running qui publie tous les 15 jours une newsletter qui couvre l'actualité des décideurs, des organisateurs, des équipementiers, des athlètes, des territoires et organise chaque année Milestone Connect, le rendez-vous business et impact du trail running. Trail Business Club est soutenu par la jeune marque annécienne Wise, qui équipe en vêtements et en matériel les coureurs de trail et d'ultra en mode aventure comme en mode performance, comme l'attestent les nombreux podiums décrochés lors de l'UTMB 2024. Wise est surtout une entreprise en phase avec son temps, qui se veut plus qu'une simple marque, un véritable catalyseur de changement, une start-up qui innove et dépose des brevets, qui fabrique en Europe et produit uniquement la quantité de produits commandés. Wise cherche l'équilibre, l'harmonie et des chemins non conventionnels. Alors, si vous souhaitez découvrir cette marque et ses produits, rendez-vous sur wisetrailrunning.com. Bonjour à toutes et à tous, je reçois pour ce 31e épisode de Trail Business Club deux passionnés de trail devenus de fins observateurs et experts de la discipline. Nicolas Fréret et Guillaume Lalu, les animateurs respectifs de la Bande AD+, et de Course Épique, des podcasts référents et parmi les plus écoutés dans le monde du trail. Deux voix, deux styles pour une même passion. Bonjour messieurs. Salut Fred. Salut Fred. Je suis vraiment ravi de vous accueillir dans cet épisode estival qui, on l'espère, accompagnera nos auditeurs et vos auditeurs, peut-être lors de leurs entraînements ou occupations de l'été. On va passer un peu plus d'une heure tous les trois pour revenir sur la naissance de vos podcasts respectifs. On évoquera aussi votre modèle économique, votre vision de l'évolution de ces mêmes podcasts. On va aussi aborder différents sujets qui ont animé ce premier semestre, à savoir les résultats qui vous ont marqué ou surpris, l'organisation des circuits, et puis pourquoi pas aussi votre vision d'un sport idéal qui est celui du trail running. On va tout de suite commencer, puisque de nombreux trailers connaissent vos voix, vous connaissent, vous interrogez de nombreux sportifs, mais souvent vous vous effacez derrière le micro. On va nous apprendre à mieux vous connaître. Vous avez tous les deux des profils et des parcours professionnels différents. Vous allez nous raconter tout ça. Même si on trouve des points communs, vous êtes tous les deux pères de famille, vous pratiquez le trail, vous êtes entrepreneurs et vous avez lancé vos podcasts la même année, en 2020, juste après le Covid. Alors, on va commencer ni avec le plus jeune, ni avec le plus vieux. Vous avez tous les deux le même âge, on va pas le dire. On va commencer par l'ordre alphabétique. Alors, Nico, c'est à ton tour, Nicolas Fréret, journaliste de métier, correspondant pendant 14 ans pour RTL au Québec, professeur en école de journalisme, créateur du média Distance Plus. Nico, je vais te laisser poursuivre et nous raconter comment est né Distance Plus et comment est né aussi ensuite ce talk show, la Bande AD+. Tu as 4 minutes. Oula, c'est trop court, Fred. 239. Ouais, 230. déjà, je me permets de faire une petite correction parce que Guillaume m'a précédé de au moins 2 ans. La Bande AD+ a été créée en 2022 et non pas en 2020. J'ai cru que tu allais dire que j'étais plus vieux. Que je t'avais précédé de 2 ans dans la vie. Ah mais t'es plus vieux de toute façon. Écoute, d'abord Distance Plus, ce qui est important de savoir, c'est que c'est un média québécois à la base. C'est pas un média français. Un média qu'on a créé, c'est le premier média de course en sentier, comme on dit au Québec, qu'on a créé entre 2015 et 2016. Alors, je suis l'un des cofondateurs. J'étais surtout en charge entre autres, de l'édito, comme on dit, et puis notamment de la partie internationale. Et ce média a très très bien fonctionné tout de suite parce qu'il y avait une place gigantesque à prendre en France. Voilà, t'en sais quelque chose, Fred. Il y avait beaucoup de médias déjà depuis 18-20 ans. Au Québec, il y avait rien. On parlait très très peu de trail et quand on en parlait de manière très généraliste. On en parlait dans les médias généralistes ou les médias de sport plein air, outdoor. Donc voilà, on a créé ce média au Québec et puis on a vu assez rapidement que les Français, en fait, étaient, j'allais dire à l'écoute, non, pas à ce moment-là, pas à l'écoute, parce que c'était un média écrit, en fait. On était sur du magazine,
du pure player, comme on dit en bon français. On était sur du webzine uniquement, et ça a été le cas pendant plusieurs années. Et donc moi, j'étais en charge, entre autres, de l'international, donc je voyageais déjà beaucoup pour suivre les courses. Et puis on avait un niveau d'attrait de la part des Français. Et en 2000, moi, je vivais donc au Québec à ce moment-là, évidemment. Je suis revenu en France en 2017-2018. On a poursuivi le développement de Distance Plus. Et puis en 2020, quand Guillaume s'est lancé avec Course Épique, nous, on a pris une décision, c'était de se développer sur le marché français. Ça s'est traduit par une édition en fait française et une édition québécoise. Donc on produisait d'un côté du contenu pour les amateurs, les trailers québécois, et puis de l'autre, quand on était en France et qu'on se connectait à Distance Plus, un contenu pour les Français. Ce contenu a très bien marché, même si on l'a lancé alors vraiment au pire moment, en mars 2020, et à la fin de cette année-là, on avait 1,2 million, je crois, d'articles lus. Donc ça avait, on avait, c'était une première réussite pour nous de notre internationalisation à ce moment-là. Et puis, puisqu'on parle de business, le business de Distance Plus, en fait, tu dis que tout à l'heure que j'étais un entrepreneur. Moi, je suis zéro un entrepreneur à la base. Je suis un simple journaliste, avec assez peu de compétences en entrepreneuriat. Moi, la seule chose qui m'intéressait, c'était l'éditorialisation, comment on raconte une histoire, comment on va chercher des faits. C'est du journalisme, avant tout. Et sauf que, en fait, on était bénévole, quoi. C'est-à-dire que mon Distance Plus prenait une part extrêmement importante de mon temps, sauf que c'était pas rémunéré, c'était du bénévolat. Et dans l'aventure, on n'a pas tous, c'est pas toujours évident d'avancer sur du bénévolat à ce niveau d'intensité-là. Donc mon camarade Vincent Champagne, lui, à un moment donné, a voulu changer de changer de route, ce que j'ai très bien compris, et je me suis retrouvé avec le bébé. Et puis à ce moment-là, il a fallu prendre une décision, parce que c'était soit on arrête parce que c'est pas vivable de travailler professionnellement bénévolement, ou alors il fallait se développer, puis effectivement avoir une vision un peu plus entrepreneuriale et business de notre média journalistique. Et c'est à ce moment-là que alors moi je suis un gars de radio, tu l'as dit, j'ai fait les premières années de ma carrière en radio, généraliste, hein, rien à voir avec le trail, et ça me manquait beaucoup. J'étais auditeur de podcast déjà, je l'ai trouvé trop amateur à ce moment-là, je m'y retrouvais pas, et c'est une des raisons qui fait que j'ai eu envie de d'apporter une petite pierre à l'édifice dans la professionnalisation des podcasts de trail. Mais j'ai mis vraiment du temps avant d'y aller, parce qu'on prenait beaucoup de enfin c'est le temps de distance que Distance Plus me prenait était déjà très conséquent, et je savais que voilà, ça allait être encore davantage. Et donc la bande AD+, c'est né parce qu'on avait envie de trouver quelque chose qui soit différent, de ne pas faire un énième podcast. C'est Guillaume Prax, je ne peux pas ne pas le citer, puisque c'est avec lui qu'on a brainstormé pour essayer de trouver le concept. Le talk show de sport est toujours quelque chose c'est quelque chose qui fonctionnait bien depuis plusieurs années. Je suis de l'école RTL, on refait les matchs, on refait tout ça. C'était des émissions qui fonctionnaient bien, et on s'est dit, ça n'existe pas. Ça n'existe pas à l'échelle mondiale à ce moment-là. Faisons-le. Et on a constitué une petite équipe. Et le niveau business dont je parlais, ce qui a changé, c'est de me dire, OK, par contre, à partir de maintenant, c'est terminé le bénévolat. On arrête de faire les choses gratuitement. Donc, si on fait le podcast, on va le financer avant. Sinon, il y aura pas de podcast, puis il y aura peut-être même plus de Distance Plus. Et c'est à ce moment-là que j'ai passé 2-3 coups de fil euh, avec un budget. Je voulais combler mon budget, et ça a marché comme ça. C'est là où j'ai vu que le projet était canon, et l'histoire a débuté de ce point de vue-là. Et à ce moment-là, Distance Plus a changé de dimension. On est sorti des simples articles, on va dire, de médias. On a développé Distance Plus sur le volet podcast, puis grâce au podcast qui est devenu effectivement assez rapidement populaire, on a continué de développer Distance Plus. Tu as juste dépassé d'1 minute ton temps de parole. On va faire Je suis étonné. pour les hommes politiques. Non, non, très, très bien d'expliquer tout ça et de revenir sur la genèse de cette histoire entre Distance Plus et la bande AD+.
On reviendra un peu plus tard sur justement tout ce modèle économique qui vous entoure. On va passer la parole à Guillaume, homme de communication, qui aussi s'exprime très très bien, qui a travaillé chez Universal Music, co-dirigeant d'une agence de communication, auteur, conférencier, producteur aujourd'hui de podcasts, à la fois Course épique qu'on a nommé, mais d'autres podcasts. Je te laisse la parole, Guillaume, pour te présenter et comment, en 2020, après le Covid ou pendant le Covid, tu décides de tourner cette page et t'orienter vers ça. Alors moi, je suis, un homme de passion. Tu l'as dit, ma 1re passion, c'était la musique. Ça a été, mon arrivée chez Universal Music et la course à pied est devenue une passion, personnelle, arrivée à la trentaine, à l'époque où je vivais au Québec, qui est un autre point commun qu'on a, avec Nico. C'est En vrai. plus, j'ai passé 3 ans et j'ai un grand attachement, au Québec et voilà, j'ai travaillé beaucoup en agence de com, agence média, agence créa. Donc je pense que j'avais, cette sensibilité-là à la fois pour, raconter des histoires et comprendre aussi les enjeux des marques, qui je pense m'aident aussi beaucoup pour, le développement du projet aujourd'hui et je cherchais depuis un petit moment, en 2019 à faire quelque chose autour de la course à pied. Comme Nico, je trouvais pas nécessairement tout à fait mon bonheur dans ce que je pouvais, voir, entendre. J'ai investigué plein de formats différents et puis, probablement le premier jour du confinement, je me suis dit que c'était le moment, de me lancer, dans le podcast avec, l'idée d'être très content d'être planqué derrière un micro, de juste mettre en avant, les autres et des histoires, en fait et c'était, ça qui a été le point de départ de Course épique. Je l'ai un peu pensé dès le début comme une marque, en fait, avec, son positionnement, sa mission, ses valeurs. J'ai vraiment réfléchi comme ça. C'était un peu mon héritage de passer en agence et j'avais envie d'apporter, moi, ma petite pierre, c'était, d'aller, raconter, en fait, l'humain, derrière l'histoire et pas nécessairement derrière la performance d'ailleurs, mais derrière les finalement ce que raconte une ligne d'arrivée et ce qui, moi, à titre personnel, me prenait aux tripes de voir, à la fois un premier arrivé, mais parfois, le 1500e qui, fond en larmes, qui est rejoint par sa famille et qui a voilà, je trouvais que sa présence sur la ligne de départ racontait sûrement beaucoup, beaucoup de choses et que, c'est ça que j'avais envie de mettre en avant. Donc dès le départ, il y avait cette approche, de montrer un peu tous les visages et donc toutes les voix de la course à pied, à la fois des élites dans des circonstances, un peu exceptionnelles, donc pas nécessairement la dernière course ou de la pure actu, mais vraiment une histoire qui a été marquante, qui pourrait être, leur première ou dans un voilà, dans un cadre un peu atypique. Mais en même temps aussi aller chercher des destins, d'anonymes et d'amateurs comme moi, puisque tu l'as dit avec Nico, on est pratiquants amateurs et je pense que ça compte et la passion, elle est aussi née de notre pratique. Donc d'aller aussi mettre en lumière ces gens-là et ces histoires-là parce que, convaincu que, ces histoires pouvaient faire, changer de comportement, inspirer, donner envie, décomplexer. Donc moi, c'est vraiment ce que j'ai cherché à mettre, en place avec Course Épique dès le début et donc j'ai fait le grand saut. Moi, j'avais un peu touché à l'entrepreneuriat, donc je me sentais, à ce moment-là encore, bébé entrepreneur et pas tout à fait légitime et puis j'étais surtout en poste dans une, start-up dans laquelle voilà, que je dirigeais à l'époque, voilà, homme de passion, je passais dès que j'avais, 1 seconde de libre, du temps à travailler sur Course Épique et sans aucune ambition particulière, si ce n'est que ces histoires puissent être écoutées, ne serait-ce que parce que par, quelques personnes, et voilà et d'essayer juste de garder ma ligne Je t'écoutais, directrice. moi, Guillaume. C'est gentil Nico. Bah, voilà, il faut trouver les 16 autres sur le premier épisode. Non, non, mais voilà, donc c'était, je pense, cette aspiration assez simple finalement de faire vivre ces histoires et de les faire entendre et ce que j'ai très vite compris, à la fin du tout premier enregistrement, à l'instant où j'ai appuyé sur stop, j'avais qu'une envie, c'était que le prochain épisode soit mis en boîte, et de pouvoir, rencontrer, échanger, partager ces belles histoires et donc je me suis pris au jeu et puis voilà, par la chance qu'on a encore, aujourd'hui, je trouve, c'est qu'on a des athlètes, si on parle des élites, qui sont quand même très accessibles. Donc, de pouvoir avoir, je me souviens, Casquette Verte m'avait écrit à l'époque, je sais pas comment on était tombé sur, mon épisode, mais de pouvoir échanger avec lui. Alors il n'en était pas là où il est, aujourd'hui, mais ça a été mon troisième invité parce que lui m'a écrit pour me dire qu'il avait trouvé, intéressant le premier épisode. J'ai eu très vite, Sissi Cusso, donc pour moi qui était, néo, podcasteur et qui mettait, les pieds dans cet univers, qui est un univers de passion, mais qui m'était aussi, étranger. Ça a permis très vite aussi, d'étoffer, voilà le panel d'invités et puis d'avoir les premiers, donc d'ensuite de pouvoir tirer le fil et voilà et la passion est plus vive que jamais. Je prends souvent cet exemple dans la série 10. Il y a, je sais pas si vous l'avez vu messieurs, mais c'est dans Les Agents dans le cinéma et il y a un agent, très, expérimenté qui à un moment explique à sa fille qui rêve de suivre ses traces dans le cinéma, qui lui dit, «Ouais, si tu veux continuer à aimer le cinéma, viens surtout pas travailler dedans». Hem, je pense qu'on peut parfois avoir des désillusions de cet ordre-là. Moi, tout ce que j'ai trouvé en arrivant dans cet univers, m'a extrêmement,
toucher ne fait que, nourrir ce feu ardent. Donc vous me trouvez aujourd'hui encore plus passionné que je l'étais et investi que quand le podcast est né, il y a à peu près 5 ans. Donc voilà un peu tout ce qui guide, tout ce qui fixe le cap et que moi aussi je m'astreins à garder cette vision-là et cette exigence aussi. Enfin voilà, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu de tout ça et puis on se parlera du business model ensuite. Mais en tout cas, de pas déroger à cette vision initiale et de tenir cette promesse que j'ai faite depuis l'épisode 1 et il y en a eu, un peu plus de 250 je pense depuis. Donc voilà, rester fidèle à ce que j'ai initié et à ma vision originelle. On comprend que du côté de Nico, c'est plus un long cheminement qui l'amène vers le podcast. Toi, on entend que en fait, c'est une décision quasi radicale où tu avais un boulot, on va dire, confortable, une vie presque tracée, dans un milieu parisien où tu étais dans le monde de la musique, de l'agence, de la communication et tout. C'est pas difficile de se dire du jour au lendemain, un matin: «Bah, en fait, j'arrête tout et je remets les compteurs à zéro et je repars sur une nouvelle aventure, une page blanche». Je suis très comme ça, en fait. Je suis très, à la fois j'ai un côté très rationnel, mais j'ai ce côté très impulsif, mais pas dans le sens négatif, mais en tout cas instinctif et bizarrement, je suis assez joueur dans la sphère, professionnelle. Je pense que je peux être parfois plus conservateur dans la vie perso, mais là, j'étais habité par cette conviction, donc je pense qu'à partir de ce moment-là, c'était pas compliqué. La seule chose qui aurait pu, interférer, c'était, des considérations plus personnelles, ma femme qui, voilà, qui m'accompagne pas nécessairement dans ce projet-là parce qu'effectivement, c'était de me se mettre à risque. C'est que je pense souvent à cette image-là, mais c'était comme si j'avais dit à ma femme à 45 ans, «Je vais monter un groupe de rock, dans mon garage et t'inquiète, ça va marcher, quoi». Et on a 3 enfants, on est à Paris effectivement, j'avais des CDI en agence, donc c'était une autre vie, mais en même temps, voilà, j'avais, le chômage au début, donc j'avais 1 an pour jouer. Donc je me suis dit: «Exploite chacune de ces secondes, de cette année pour essayer de développer le plus possible ton projet en parallèle» et j'avais cette conviction qui a rendu finalement le choix, assez facile et le fait qu'il y ait aussi, je pense, du fait du positionnement assez singulier et de l'offre du podcast à ce moment-là, qui était, à part et inexistante, qui a permis de trouver vite son public, a aussi, conforté ce choix-là. Alors on va passer sur cette partie un petit peu, business model. Comment vous avez pu financer vos premières émissions? Nico en parlait, c'était, en fait, il s'est dit: «Moi, je lance le podcast que si je le finance». Toi, tu avais la chance, en fait, d'avoir, à l'époque, Pôle emploi, devenu France Travail, qui t'a un petit peu aidé et tant mieux, quelque part, ça aide aussi. Hem, Justement, est-ce qu'aujourd'hui, ce nouveau média, était plus qu'un média, c'était un média passion? Et est-ce que pour vous, aujourd'hui, cette vision du podcast, doit être associée à la passion et votre réussite est liée à la passion? Je pense que la passion, elle est obligatoire. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à imaginer que dans un sport de niche, on parle de sport ici, mais on soit pas passionné. Moi, j'étais, par exemple, passionné par le journalisme à la base. Donc, quand j'ai débuté, bébé journaliste, n'importe quel sujet me passionnait. J'adorais aller sur un événement, être reporter sur un événement, rapporter les faits, essayer de comprendre, parler aux gens, essayer de rendre compte le plus facilement, le plus simplement, possible. Donc moi, il y a déjà cette passion du journalisme à la base. Puis à un moment donné, bah, c'est la vie fait son cours. Forcément, on se tanne un peu, pour reprendre un terme québécois, de ce qu'on fait. Je pense tous, on est un peu, là-dedans à un moment donné. Moi, j'ai eu mes enfants, je devenais beaucoup plus sensible, à l'anxiété de la vie, des informations et je me suis réfugié sans m'en rendre compte dans ce qui était ma passion, c'est-à-dire courir en sentier, ce que je faisais depuis longtemps, hein, presque toujours et en fait, c'est à la fois en faisant quelque chose que j'aimais faire moi personnellement, sur lequel j'avais un petit peu de connaissances, heu et l'envie de me lever le matin en ayant, des sujets qui me transportent, qui fait que ça m'a amené là. Ça m'a amené là à un moment donné où je me suis dit que enfin j'ai pour la petite histoire, on m'a proposé un poste de rédacteur en chef d'un magazine homme. On était au Québec à ce moment-là. C'était incongru, relativement incongru pour ma personnalité, mais je l'ai saisi et donc j'ai mis à ma je me suis mis à parler beaucoup de sujets, d'aventure, de trail, d'ultra trail, de course à pied, et c'est là, en fait, où j'ai allumé, où je me suis dit: «Mais c'est génial, en fait, on parle que de choses positives, tout le temps». Quand on suit le trail, bien sûr qu'il y a des drames, des blessures, et cetera.
mais on est dans le positif. On rencontre des gens qui sont contents, on est aux prises avec des émotions, en permanence. Et donc, moi, c'est ça qui a été la mèche. Je me suis mis à écrire à ce moment-là sur ce sport qui était ma passion, et ça a pris, quoi. Donc je me suis dit: «Il faut y aller, il faut avancer là-dedans». Donc la passion pour moi, c'est, bah, je sais pas, j'imagine pas quelqu'un, à part, être sous la contrainte, de faire parler de trail dans un podcast ou dans n'importe quoi d'autre, sans être un minimum, passionné, quoi. Moi, je mesure cette chance aussi là. Enfin, je j'ai créé un job autour de cette passion, donc je considère que c'est un privilège et c'est aussi un message que je trouve chouette à apporter, auprès des gens avec qui je collabore, auprès de mes enfants quand ils seront en âge de comprendre, de te dire que, c'était pas la trajectoire, toute tracée et que finalement un univers que j'ai découvert assez tardivement, d'un point de vue professionnel, mais qui a été une passion, a pu devenir mon quotidien, parce que je l'ai choisi et j'ai mis en œuvre des choses pour ça et que par chance ça a fonctionné et puis après je pense qu'il y a le travers, mais qu'on connaît tous. Je pense, toi Fred aussi dans cet, univers-là, mais je pense de manière générale quand on est passionné, le risque aussi c'est de mettre énormément d'engagement émotionnel, de pas compter ses heures, de parfois aussi, s'épuiser un peu à la tâche donc la passion elle est haletante et puis elle peut aussi parfois un petit peu dévorer donc moi je pense comme en course à pied, il y a des périodes un peu d'affûtage, indispensables ou de récup, et donc faut bien la doser aussi je pense parce que c'est un ultra trail dans lequel on se lance quand on anime un média, comme un podcast avec une logique de production vraiment continue, répétée. C'est la fréquence qui fait qu'on gagne et qu'on reste, aujourd'hui au-delà de l'exigence qui est le socle, l'exigence, éditoriale, technique. C'est aussi, d'être capable de tenir sur la distance et d'apporter de la valeur, de se questionner. Et donc ça, c'est voilà, ça prend aussi beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de questionnements. Avec Nico, on est souvent amené à en parler aussi, mais voilà, je pense comme beaucoup de gens qui entreprennent, testent des choses et se satisfont pas, toujours pleinement de ce qu'ils font et cherchent toujours à aller plus loin. C'est voilà, cette passion aussi, elle crée des situations, pas que toujours positives. Il y a ce qu'on peut voir, et percevoir parfois sur les courses et sur les moments de réjouissance, mais c'est aussi plein d'autres choses, en arrière-cuisine avec lesquelles il faut composer. Mais quand c'est pour sa passion, c'est tout de suite beaucoup plus pourquoi on fait les choses. Alors les podcasts sont lancés respectivement en 2020 et 2022. Nico, toi, tu te dis tout de suite, on le lance que si on le finance. Et toi, Guillaume, tu prends le risque de te dire, bah, on teste un peu essai-erreur. Si ça marche, bah, sans doute qu'on trouvera des partenaires. Et quel est aujourd'hui le business model, on va dire 3 ans et 5 ans après, de vos activités? Et pour aller droit au but, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des activités rentables sur lequel on peut dire que vos podcasts vous font gagner votre vie ou vous rapportent de l'argent? Ouais, alors sur le, quand personnellement, je prends la décision d'aller vers le podcast, encore une fois, mon objectif, c'est d'apporter quelque chose, à ce sport, journalistiquement parlant. Et puisque j'ai sans prétention, une expérience de la radio, mon envie, c'est de créer quelque chose que je n'entends pas. Je j'avais envie d'entendre du magazine. Je suis un gars de radio, mais un auditeur de radio depuis toujours, et je ne retrouvais pas dans les podcasts, même si, par exemple, j'adorais écouter les échanges de Guillaume avec tous ses invités, je ne retrouvais pas cette notion de magazine avec de l'information, de l'animation, et cetera, et donc c'est ça qui m'a guidé au départ. J'avais envie de créer une émission de radio. Une émission de radio avec des rubriques, avec des rendez-vous, avec une structure d'émission très journalistique. Et donc, bah, le projet, il était déjà, ficelé dans ce que je voulais. Ensuite, donc c'est sûr qu'apporter quelque chose de nouveau, c'est bien, mais c'est dangereux parce que quand ça n'existe pas, faut aller chercher faut réussir à trouver les bons arguments pour convaincre, surtout que le modèle que j'avais choisi à ce moment-là, encore une fois avec des discussions avec Guillaume Prax, qui est dans le milieu de la course en sentier depuis très longtemps. Bah, hem, le seul moyen de financer, d'arriver à gagner de l'argent, pour investir dans le média ou même pour tout simplement être rémunéré. Je disais tout à l'heure que j'ai été bénévole de très nombreuses années en travaillant. C'était pas en imaginant que la terre entière allait écouter, le futur podcast de Distance Plus. C'était évident que non. On est encore une fois dans un sport de niche. Donc tout de suite, j'ai identifié comme un possible échec de s'en tenir aux écoutes, pour avoir de la rémunération. Il y a de plus en plus de bruit d'enfants autour de moi. Je suis dans un camping, juste pour vous y donner un petit peu le contexte, c'est normal. Les enfants crient, mais ils sont heureux.
Et donc, pour moi, à ce moment-là, il n'y avait pas d'autre option que d'aller sur du partenariat, avec des marques, voilà. Et donc, ben, j'ai monté un budget qui était quand même assez conséquent puisque l'objectif c'était, bah, voilà, d'avoir des chroniqueurs, de travailler de manière professionnelle, donc ça a un coût. Et je voulais absolument, que tout le monde soit rémunéré, ou à minima, indemnisé. Et puis, dans toute la chaîne de production, ce qui était ça paraît évident, mais c'était nouveau à l'époque. Distance Plus, c'était du bénévolat à toutes les échelles. Donc là, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon téléphone, j'ai pris une grande respiration, j'ai appelé, 2-3, marques, ouais, on va dire qui connaissaient bien Distance Plus. Je pense à NAC, je pense à la Clinique du Coureur, qui sont des entreprises qui sont, québécoises, qui connaissaient Distance Plus. Et quand j'ai présenté le projet, et le ticket d'entrée, on va dire, bah, ils ont dit: «1, c'est génial, 2, Distance Plus, ça fait des années que vous bossez, sérieusement». Donc il y avait la crédibilité, la légitimité, ils savaient où ils mettaient les pieds. Et personne m'a demandé de pilote, alors que tout le monde m'avait dit: «Mais tu pourras pas commencer comme ça, il faudra faire un pilote, il faudra montrer ce que c'est ton émission, et cetera». Et en fait, c'est là où j'ai réalisé que tout le travail effectué pendant des années autour de Distance Plus bénévolement, c'était là qu'on passait entre guillemets à la caisse, en disant: «Bah, notre travail aujourd'hui, il existe, il est valorisé et immédiatement valorisable», puisque les partenaires ont embarqué, «facilement» entre guillemets. Ils s'en sont pas, ils s'en sont d'ailleurs, plus tout à l'heure, tu avais reçu, William Walker, qui l'avait souligné, Fred, dans l'émission. William Walker, cofondateur de NAC, quand je l'appelle, on est en 2021, et il me dit: «Bah, Nico, on est en train de, on va arriver sur le marché français, au premier trimestre, 2022. On cherchait une manière à travers un média, de peut-être se faire connaître. Ta proposition, elle est opportune avec ça». Il a embarqué. Bon, on sait ce qu'est devenu, NAC, aujourd'hui. Donc, voilà, oui à la réponse, c'est un bon fonctionnement quand on est un podcast de niche et qu'on a, finalement des à ce moment-là, on n'avait pas d'auditeurs, mais potentiellement des auditeurs et des followers et des, lecteurs qui sont très qualifiés, qui sont intéressés et qui sont habitués de nous lire et de s'informer chez nous. Et oui au fait que, bah, on gagne de l'argent. Alors l'argent, on gagne pas forcément pour le mettre dans nos poches, mais pour, investir aussi dans le développement, du média. De mon côté, le j'étais très détaché de tout ça au début, c'était vraiment un projet de cœur et au bout d'un an, une de au gré des audiences qui étaient, en croissance, qui étaient pas encore, significatives comme elles peuvent l'être aujourd'hui, mais j'ai une de mes amies qui était elle, pour le coup, qui avait, un podcast qui fonctionnait très bien, qui m'a mis en contact avec une régie, heu et qui est aussi mon hébergeur aujourd'hui. Et j'ai eu, des premiers échanges. Ils ont accepté de m'accueillir au sein du pool de podcasteurs qui vont chercher de proposer à des partenaires. Et donc il y avait, cette opportunité de travailler avec eux. Et un jour, le téléphone sonne et on me propose, alors que moi je considérais qu'on était au tout début de l'histoire et très petit, une première collaboration, financée et cetera. Et donc là, d'un seul coup, s'ouvre un nouveau monde à moi, qui est qu'il y a peut-être une réalité économique possible aussi pour le podcast. Et pour poursuivre ce qu'on se disait, tout à l'heure, en fait, c'est, à ce moment-là que moi je décide à l'issue de mon CDI duquel j'étais sorti, je me suis de mettre de côté toutes mes missions de conseil par ailleurs, pour vraiment me donner toute la chance de développer Course Épique, autant que possible. Et donc c'est comme ça qu'a commencé, l'histoire. Donc aujourd'hui, moi j'ai une régie qui vient en appui, mais qui est, pas du tout le cœur de mon business model. Je peux pas compter sur eux et c'est comme ça que je travaille avec eux depuis le début. C'est-à-dire que, ils sont, c'est, un très joli mail, 3-4 fois par an, qui me propose, une collaboration, parce qu'ils pensent que c'est approprié pour moi. Moi, j'y réfléchis et si oui, on avance ensemble, mais c'est du bonus. En gros, moi, aujourd'hui, je porte, toute la partie, relationnelle avec les partenaires, et développement de projets avec eux et de collaboration. Donc c'est vraiment aujourd'hui moi qui vais les chercher, ou parfois eux qui viennent à moi. Mais c'est la régie est un petit peu secondaire, moi, dans mon modèle en tout cas, aujourd'hui. Pour, donner un aperçu de mon activité aujourd'hui, j'ai Course Épique, j'ai un deuxième podcast média qui s'appelle Aventure Épique, qui est le pendant de Course Épique, donc dans lequel on retrouve, tout l'ADN de Course Épique. C'est aussi moi qui l'anime, et il y a les mêmes ingrédients et la même approche, sauf qu'on s'intéresse là, à tout le terrain de l'outdoor hors course à pied.
Donc, je peux recevoir des alpinistes comme Benjamin Védrine, je peux recevoir des amateurs, des skippers. Enfin voilà, c'est très, très ouvert sur, le champ des invités que je peux recevoir, mais c'est la même approche en tout cas. Donc ça, c'est mes 2 podcasts médias et à côté de ça, j'ai une activité de production de podcast qui a été, initiée il y a quelques années par un podcast que peut-être certains connaissent, qui s'appelle Dans mon bain avec Mathieu Blanchard, où il y avait vraiment cette, idée d'approcher, pour la première fois de façon immersive, le suivi de la préparation d'un athlète. Donc c'était en 2022, donc c'était, à l'époque, novateur de suivre, toutes les 2 semaines Mathieu, dans toutes ses aventures à la fois, personnelles, sportives, ses doutes, ses blessures, ses victoires, jusqu'à l'UTMB qui a été, en plus, donné lieu à ce fight, d'anthologie avec, Kylian et que Mathieu a fini à la 2e place. Donc voilà, donc ça a été vraiment un final, génial et tout ça pour dire que voilà, ce podcast a été monté avec une marque, en l'occurrence, Alliance. Donc ça, c'était mon premier pas dans la production de podcast, activité que j'ai développée aujourd'hui qui est secondaire pour moi. Je fais quelques projets à l'année, mais c'est pas le cœur de mes efforts aujourd'hui et donc voilà, j'ai pu faire le podcast de l'UTMB, un podcast anglophone qui s'appelle CrossPass. J'ai pu faire le podcast de Baou. J'ai fait le podcast de Major Mouvement qui est là, on touche plus au sport santé. Voilà, j'ai un podcast de musique qui est sorti il y a quelques semaines. Donc voilà, il y a quand même un territoire qui est globalement le sport et l'outdoor, puisque l'entité s'appelle Sportcast. Et voilà, et donc cette activité production aujourd'hui, pour parler chiffres, c'est à peu près, on va dire 20% de mon activité. Aventure épique, c'est 15% et tout le reste est course épique, qui est aujourd'hui le gros moteur. Et voilà, et contrairement à Nico, moi, je suis sur un modèle qui est pas, j'ai pas évissé mes partenaires à l'année sur une saison. Voilà, on a une approche qui est différente et ouais, tu voulais compléter, Nico? Là, en fait, si, je voulais réagir, mais je voulais pas te couper. C'est pour ça que je levais le doigt. C'est qu'effectivement, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'était que au-delà de l'aspect partenariat, c'est que la vision de Distance Plus, en fait, au sens large, c'est d'aller de nouer des partenariats de longue durée. Pour moi, la longue durée, c'est fondamental dans le travail qu'on met en place. Donc voilà, on a cette approche-là qui est pas construite de la même façon. Après, moi, j'ai des partenaires avec qui je collabore de façon, très régulière en fonction des projets aussi. Ça permet aussi d'aller sur des projets spécifiques, parce que moi, je développe pas mal de formats, d'hors série. J'essaie d'être assez, créatif et de me réinventer dans les formats que je propose, à la fois pour moi, mais aussi pour les auditeurs du podcast et avant tout pour les auditeurs du podcast. Donc là, j'ai fait un hors série avec Germain Grangier autour de ça hard rock qui s'appelle Heavy. Donc, avec Germain, on va dire que on est juste il y a du fond évidemment, c'est indispensable, mais aussi il y a beaucoup de déconnes et on est là pour, voilà, proposer quelque chose de très, très singulier. Je développe des formats, des hors-séries d'été. J'ai pu en faire un avec, on peut citer les marques, Fred? On peut y aller ou pas du tout? Ouais, avec Brooks l'année dernière, qui s'appelle Carnet de courses où je suis parti sur les routes de France pendant une semaine. Donc on avait fait un casting pour identifier des plus belles histoires de coureurs amateurs dans toute la France et on a documenté ça dans un petit road movie. Donc on a été à la rencontre de tous ces profils-là. Donc c'était notre série, estivale, l'année dernière. Donc voilà, je développe plein de formats, des 24 heures avec, où je vais dans l'intimité d'un athlète. J'ai fait ça avec, Baptiste Chassagne, par exemple. Donc voilà, développer en tout cas tous ces formats et puis à chaque fois essayer d'identifier aussi des partenaires qui soient, très spécifiques et appropriés pour ce type de format, en plus de tout ce que je peux produire au long cours, et où je travaille avec d'autres partenaires. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est la petite économie, de Sportcast global et notamment de course épique et qui permet qu'effectivement, on puisse en vivre. Alors c'est pas les mêmes niveaux de vie qu'il y a quelques années en agence, mais tout ce que je gagne par ailleurs en termes de plaisir et d'expérience, et le compense largement et puis je suis très confiant aussi sur ce qui se dessine pour l'avenir. Donc voilà, ce choix-là, la question se pose même pas, mais en tout cas, oui, c'est aujourd'hui un projet qui est rentable et même bénéficiaire. Alors, on l'a compris, vous êtes sur une dynamique, positive. Vous êtes aussi, très entrepreneur, je le continue de le penser, puisque non seulement vous avez, créé vos sociétés, Sportcast pour, toi, Guillaume. Je ne sais pas si c'est les productions des plus pour toi, C'est ça, Nico, les mais productions des plus, ouais. aujourd'hui, au-delà d'être, rentable et de mobiliser des partenaires, du sponsoring, de la production de contenu sur commande, vous embauchez aussi des gens. Bah, c'est l'objectif d'un développement. En tout cas, c'est le mien. Moi, il y a une chose qui est importante, c'est que, je le dis beaucoup, mais
ma vision des choses est journalistique. Mon objectif, c'est de raconter le plus possible notre sport, d'informer. On l'a pas forcément dit, mais la Bande à des plus, qui a été conçue comme une émission de radio, c'est une émission, certes de talk-show, mais l'idée, c'est d'informer tout en, apportant aussi notre pierre à l'édifice dans l'opinion avec, une bande d'ultra experts, reconnus qui apportent de l'opinion et du divertissement. J'ai un peu oublié ta question. Je suis C'est parti que en je disais que vous embauchiez aussi des gens, oui, c'est-à-dire que le côté entrepreneuriat vous amène aujourd'hui à être chef d'entreprise et à mobiliser des gens autour de vous, donc à créer une vraie activité économique autour de ces podcasts. oui, c'est ça. Alors, il y a le podcast et moi, ma vision, elle est un peu plus large parce que, en fait, aujourd'hui, la bande à des plus a été, est devenue, sans que ce soit, comment dire, prévu à l'avance, c'est devenu le moteur de Distance Plus, nous a permis ensuite de continuer à développer le média en tant que tel, le média journalistique Distance Plus, Guillaume parlait de format. On a également développé à 360° notre façon de faire du journalisme. Le podcast en est un. On a la production de contenu original sur les réseaux sociaux, nos couvertures sur les événements qui s'attachent à raconter le mieux possible la course dans son ensemble. Du moins, c'est vrai, beaucoup plus souvent de la tête de course, mais les hommes, les femmes, le plus possible à part égale, même si c'est pas toujours évident. Et pour ça, pour raconter, pour se développer, il nous faut de l'humain. Et donc, moi, c'est un de mes vœux depuis longtemps et c'est en train de se réaliser, c'est d'avoir des collaborateurs de plus en plus réguliers à qui on donne, enfin moi, ça me fait quelque chose de pouvoir rémunérer les gens. C'est peut-être un peu naïf, mais moi, ça m'enthousiasme énormément et puis aussi, ça me permet parce que je suis pas je sais pas comment dire ça, je suis pas trop, même si aujourd'hui ma voix, est entre guillemets «connue» dans le petit milieu du trail, moi je suis pas très j'aime pas trop me montrer en fait. Donc Distance Plus, je veux pas que Distance Plus soit égale Nicolas Fréré. Donc l'un de mes objectifs à titre totalement personnel, là, pas comme entrepreneur, c'est que Nicolas Fréré s'efface tout doucement et puis que les autres prennent beaucoup plus de place dans le monde Distance Plus. Mais oui, c'est ce développement-là, qui est vraiment en accélération, permet d'avoir, des collaborateurs, d'embaucher du monde et de développer l'économie journalistique et médiatique, dans notre, sport qu'est le trail. Et pour, abonder, je trouve que enfin, on aura probablement l'occasion de parler de l'évolution du marché du podcast un peu plus tard, Fred, mais, voilà, je pense qu'aussi il y a des aujourd'hui, on peut plus simplement être un podcast et on doit être présent, sur une sphère, élargie. Voilà, Nico, effectivement, il est parti du texte, il a été sur le podcast, il fait de la vidéo, du social. Enfin, voilà, on prend tous ce chemin-là parce que c'est comme ça que les usages sont aujourd'hui. Donc, c'est nécessaire forcément de s'appuyer aussi sur des ressources qui sont, pas celles qu'on a nativement, des expertises qui sont, complémentaires, des gens meilleurs sur plein de sphères. Donc c'est aussi, à la fois hyper gratifiant de faire bosser, tous ces gens-là et puis c'est aussi, indispensable pour faire, rayonner le plus possible, l'histoire qu'on veut raconter avec nos médias. Alors justement, Guillaume, la transition est toute trouvée, je te Sur un plateau. remercie. Heu, cette évolution des podcasts, vous êtes obligé aussi d'y penser quasiment quotidiennement, d'y réfléchir. Il y a quelques années, le modèle économique du média, en France, c'était le magazine papier qui aujourd'hui est en train de disparaître. Est-ce que selon vous, le podcast est en train de remplacer ce magazine papier? Est-ce qu'on a plus tendance à écouter qu'à lire? En tout cas, je parle du média papier traditionnel, les 2-3 magazines qu'on a l'habitude de connaître sur la presse française en tout cas. Et quelle est votre vision, on va dire à presque 5 ans, de l'évolution des podcasts? Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que ça pourrait être? Est-ce qu'on va aller vers, des formats vidéo beaucoup plus forts que juste l'audio? Est-ce que l'audio va devenir la référence absolue? C'est quoi votre vision là-dessus comment vous interprétez ce boom des podcasts en l'espace de 4-5 ans? Bah, ma conviction, c'est que l'usage du podcast se démocratise de manière générale. Ça a été quand même très, CSP+, grande ville et cetera. On est quand même aujourd'hui dans une adoption qui est plus massive, pour plein de raisons, notamment parce qu'il y a des nouveaux acteurs qui viennent aussi sur le podcast. Là, je parle vraiment de manière générale, mais si on prend l'exemple de personnalités, d'influenceurs qui d'un seul coup lancent leur podcast, drainent avec eux tout un nouveau public jeune, qui connaît pas, qui vient, découvrir les usages, et vient consommer ce média-là
enfin, duquel il était un petit peu éloigné jusqu'à maintenant, ça ouvre aussi, ça contribue à démocratiser l'usage. Après, je pense qu'il y a des spécificités propres à l'univers dans lequel on est, qui est que je sais pas, si toi, Nico, enfin, si c'est le même ordre de grandeur, mais, moi, quand je creuse un peu le sujet auprès des auditeurs, il y a un peu plus de 50 des auditeurs qui m'écoutent en courant. Donc ça, je pense que c'est aussi très spécifique à la discipline et l'univers dans lequel on est, et c'est le seul point de contact que peuvent avoir les coureurs avec, le monde extérieur à ce moment-là, c'est l'audio. Donc je pense que dans ce que nous on propose, de toute façon, au-delà de l'intérêt, qu'on peut avoir avec Nico pour, ce qu'est le média, enfin pour l'audio de manière générale et ce qu'il peut créer d'intime, de connexion émotionnelle que je pense ne propose aucune autre forme de médias qui vont apporter d'autres choses. L'idée, c'est pas de les opposer. Je pense que le podcast, apporte cette singularité-là et que, de facto, avec les usages qui sont, ceux aujourd'hui dans l'univers de la course à pied, du trail, de gens qui consomment ces médias-là, ils ont des grandes sorties, il y a des entraînements à longueur de semaine et ils prennent de plus en plus plaisir à se mettre des podcasts dans les oreilles. Donc je pense que l'audio reste le cœur, et va rester dans les années à venir parce que l'usage sera là encore plus particulièrement dans notre univers. Après voilà, il faut avoir, aussi ouvrir les yeux et regarder ce qui se passe. Effectivement, aujourd'hui, on est dans une démarche, de globalisation de l'approche, et donc le podcast, c'est la clé d'entrée. Ça peut être la destination finale, mais finalement, l'expérience, course épique ou, la bande à des plus ou autre, elle peut se vivre à plein d'autres endroits, plein d'autres territoires de narration sous des formats qui sont dérivés, qui racontent finalement, la même chose, la même histoire sur le fond, mais qui sont traités différemment au gré des usages. Et moi, je trouve ça génial de aujourd'hui, la quasi-totalité de mes interviews, sont filmées, vivent sur YouTube. Évidemment, on est, au taquet, sur les réseaux sociaux. On essaie de développer des formats spécifiques et de bien comprendre les codes et les embrasser au mieux, et les algos sans se travestir. C'est toute la difficulté. Voilà, tout ça fait qu'on est des marques qui se globalisent. Au cœur de tout ça, il y a le podcast et je pense qu'il est là pour durer. Et ensuite, on est dans une approche, 360 que je trouve géniale à vivre, à titre personnel, et qui est aussi, je pense, une demande de nos partenaires aujourd'hui pour qui c'est peut-être parfois un peu limitant de se cantonner à l'audio, qui ont envie aussi d'aller, exister sur d'autres territoires et qui vont commencer à questionner un peu la taille de nos communautés, sur différentes plateformes. Je pense que c'est voilà, moi je trouve, intellectuellement, je trouve ça chouette de pouvoir aller et créativement d'aller chercher d'autres territoires d'expression et garder au cœur de tout ça le podcast audio et jamais lui lâcher la main. Moi, je suis assez d'accord avec, tout ce que tu dis, Guillaume. C'est pour moi le podcast aujourd'hui, en trail en tout cas, c'est le média ultime. Donc je n'imagine pas que pour moi, c'est le média qui va être, le plus fort, pour les trailers bien évidemment et les coureurs dans les prochaines années. Je suis pas visionnaire, donc je sais pas ce qu'il y aura vraiment à 5 ans, à 10 ans, mais j'imagine pas que le podcast va d'un seul coup s'écrouler. Oui, quand, on est beaucoup écouté par, des coureurs, qui profitent de leur sortie, de leur footing, de leur sortie longue pour, nous écouter. La Bande à des plus, par exemple, c'est une émission longue, voire très longue, ce qui peut s'écouter sur, 1 semaine d'entraînement parfois. Hem et c'est un accompagnant, enfin je veux dire les podcasts accompagnent, les coureurs. Donc ça c'est majeur. C'est-à-dire que c'est un temps quand on part courir, bon bah, on s'entraîne et puis en plus on peut s'informer, on peut, se divertir, passer un bon moment. Tout ça c'est la bulle est déjà faite. Alors que derrière, quand on n'est pas, en train de courir et qu'il faut bosser, préparer le souper, et cetera, faire le bosser et cetera. C'est plus compliqué j'allais dire s'instruire, de s'informer. Donc là, les réseaux sociaux, quand on a quelques petites secondes, quelques petites minutes sont bien pratiques pour aller s'informer. Mais le podcast, c'est vraiment, ouais, je pense le média ultime pour ceux qui sont passionnés par notre sport, qui ont envie d'être aux prises avec ce qui est en train de se passer, et au moment où ça se passe. C'est sûr que je suis bien d'accord avec, Guillaume pour dire que ça n'est pas, c'est difficile de concevoir le podcast seul. Il est forcément, il a besoin d'aller chercher du recrutement. Il a besoin tous les passionnés qui nous écoutent, ont besoin d'être nourris, entre les podcasts. Sur une couverture d'événements, là, de Distance Plus, on était aux États-Unis, aussi en France. On a réussi à faire plusieurs couvertures en même temps, la Western et le marathon du Mont Blanc d'un côté, la Hard Rock et puis les championnats de France, de l'autre. Bon, bah, le podcast s'intègre là-dedans. On va parler de tout ça, mais on a aussi
les réseaux sociaux qui nous permettent de diffuser des interviews vidéo, de diffuser, du comment dire? De ce qui se passe sur le terrain, visuellement et cetera. Donc c'est tout ça, c'est complémentaire, du podcast. Mais le podcast, à mon avis, est quand même, je vais reprendre un mot qu'a utilisé tout à l'heure, Guillaume, à la fois pour nous-mêmes en tant qu'entreprise et pour les trailers, un moteur. Vraiment, c'est un moteur en termes médiatiques. Et peut-être pour, enfin, un point que je voulais aussi apporter, c'est que, dans l'usage, une des grosses différences, c'est que le podcast, c'est quand même une intention. C'est une démarche intentionnelle d'aller écouter. C'est, il y a pas mal d'études sur le sujet, le média qui est perçu comme le plus positif, donc on a aussi le sentiment d'aller chouchouter, de se gâter un peu quand on va écouter un podcast qu'on a choisi. C'est-à-dire qu'on n'est pas tributaire d'un algo qui va nous pousser quelque chose dans un feed et on peut tomber sur a priori, on va tomber sur des trucs en affinité avec ce qu'on aime, c'est un peu le principe, mais c'est pas une intention. Alors que là, le podcast, c'est une démarche active et ensuite, c'est du temps long, c'est de la connexion, c'est de l'intime, c'est développé. Donc pour tous les partenaires avec lesquels on travaille, c'est aussi extraordinaire de pouvoir se raconter autrement en prenant le temps, ce qu'une story de 15 secondes ou un réel de 60 secondes pourra jamais faire, même si ça apporte d'autres choses. À nouveau, je faut pas les opposer. Exactement comme, c'était une intention autrefois, c'est même s'il y a pas si longtemps, d'aller acheter son magazine en kiosque, en librairie pour lire, pour s'informer. Aujourd'hui, le podcast, c'est cette intention-là, c'est le média de l'intention, je suis bien d'accord avec ça aussi, ouais. Alors, vous avez chacun vos sites web dédiés. Vous avez aussi des grosses communautés sur, les réseaux sociaux, hein, en LinkedIn, Instagram, un petit peu encore, Facebook, qui arrive à survivre. Est-ce qu'aujourd'hui, la monétisation qui est liée à votre forte activité, à votre forte communauté, mais cette monétisation, elle est aussi liée à un outil qu'on utilise tous, qui est celui des réseaux sociaux, qui aujourd'hui est gratuit puisque vous pouvez utiliser. Est-ce que vous craignez un risque un jour que vous qui utilisez ces outils, moi je me suis posé la question souvent à l'époque où je travaillais à trail endurance, où en fait on arrivait à faire sponsoriser des lives ou des événements entre guillemets sous le couvert d'un Facebook ou d'un Instagram qui était gratuit, avec ce risque-là qu'à un moment on se fasse retoquer. Est-ce que c'est un risque que vous craignez dans les prochaines années, que ces outils de communication finalement deviennent un petit peu payants et vous fassent payer une quote-part de ce que vous pouvez gagner sur vos activités? Vous voyez ce Moi, que je veux dire? Mmh. je crains pas tant ça. Je pense qu'avant de ça, il faut, et c'est je pense la chose à laquelle on s'attache avec Nico, c'est d'installer des marques, puissantes, fortes, qui peuvent exister sur différents points de contact. C'est aussi pour ça qu'on multiplie, les points de contact. On a beaucoup parlé du digital. Il y a aussi d'autres façons, moi, j'ai eu l'occasion et puis j'espère que ça se reproduira de plus en plus, hem et d'aller, au contact des publics avec, voilà, des événements, dans des salles. J'ai pu aller au théâtre l'année dernière, mais voilà, il y a les interventions avec Nico, on a fait des interventions il y a pas très longtemps. Toi, Fred, tu prends aussi souvent le micro au public, donc il y a plein de moyens de connexion. Donc moi, je pense que la marque, pour limiter le risque, elle doit effectivement, elle doit vivre, heu, partout en adoptant à chaque fois les bons usages. Ça permet de renforcer, de la rendre moins tributaire de ce qui peut se passer en termes de plateforme. Effectivement, il y a toujours, le risque quand on n'est pas propriétaire de ces territoires-là, que demain les règles du jeu changent, qu'on se fasse pirater son compte et qu'on se fasse crasher son compte Instagram. Enfin, il peut se passer, 1000 choses qui font que, d'un seul coup, quelque chose sur lequel on investit du temps et de l'argent est plus, a plus de perspective. Donc il faut, voilà, être assez, lucide là-dessus et je pense, se diversifier, être prudent effectivement sur les plateformes. Je pense pas qu'ils nous amènent à payer, en tout cas de pas des montants significatifs parce qu'ils vendent nos audiences finalement. Ils voilà, donc ils sont très contents qu'on produise du contenu qu'eux font pas, c'est pas leur métier. En revanche, montrer le bon contenu à la bonne personne au bon moment, ça c'est ce qu'ils font et ça génère des revenus puisque eux-mêmes le vendent à des partenaires. Pas il suffit de regarder notre feed Instagram. Aujourd'hui, moi je pense que c'est, un une vidéo sur 2, c'est un contenu sponsor. Donc j'ai moins ce risque-là pour nous, en tout cas producteurs de contenu qui finalement, alimentons d'une certaine façon ces plateformes, voilà, ça peut être, c'est questionnable, mais je suis moins inquiet enfin pas très inquiet sur ça en tout cas. Beh, c'est sûr que les réseaux sociaux aujourd'hui, sont on est pris. On est un peu, pris au piège de leur mode de fonctionnement, que dans la réflexion stratégique, essayer de trouver hem, on va dire des façons d'être un peu plus autonome, d'être un peu moins dépendant
de Meta, par exemple, c'est une c'est une bonne chose à faire. Maintenant, voilà, on est avec ces règles du jeu-là et on a la chance, avec Guillaume, je pense, d'avoir, hem, on va dire installé, je sais pas si on peut employer oui, le mot marque, une marque, on est présent, on existe, les gens nous connaissent, les gens viennent chercher de l'information chez nous donc le fait d'être déjà, assez fort médiatiquement est pour nous important. Alors cette force médiatique justement, vous êtes en contact avec une très forte communauté aujourd'hui, fidèle. Je ne sais pas si vous pouvez nous donner des chiffres de vos audiences, de podcasts notamment sur Course Épique et la bande AD+. Mais est-ce que vous sentez aujourd'hui que vos actions, vos prises de parole, vos podcasts, ont un impact sur cette communauté? Je vais même aller plus loin. Est-ce que vous avez une influence et finalement, est-ce que vous rentrez aussi dans ce modèle, d'influenceur? Alors à titre personnel, moi pour moi, le Distance Plus est un média journalistique, en aucun cas un influenceur. Maintenant, on peut largement débattre de ce sujet puisque les médias ont en tout temps été des sources d'influence, par la force des choses. C'est juste, la façon, d'aborder aujourd'hui ce que c'est que l'influence. Moi, à titre personnel, je me considère, pas comme un influenceur. Je considère que Distance Plus est un média influent, mais la façon que dont on éditorialise, l'intégralité du travail de Distance Plus n'est motivé que par informer et le journalisme. Et d'ailleurs, ça peut nous être préjudiciable parce qu'on ne peut pas, éditorialement, saisir toutes les clés de l'influence. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On doit s'en tenir aux faits, on doit s'en tenir, à une certaine rigueur éthique et déontologique journalistique. Voilà, ça c'est un peu un boulet, hein, parce qu'il y a des moments où on a envie de se dire: «On aimerait bien faire comme les autres» et pouvoir, utiliser des choses un peu plus faciles. Ça nous arrive, hein, d'opter pour des choses un peu plus faciles et sur de l'information légère, hein, bien évidemment. Mais pour moi, c'est pas, on n'est pas des influenceurs. Par contre, effectivement, on a de l'influence, hem et j'ai encore perdu le fil de ma pensée par rapport à ce que tu disais, Par rapport à la communauté et ouais, la les communauté. audiences? Alors la communauté, elle est en croissance, et en croissance forte, et ça pour le coup, c'est justement, c'est rigolo parce que c'est sur les réseaux sociaux qu'on le remarque, et dans la vie de tous les jours, hein. Je pense que Guillaume comme moi, le fait d'être, aux prises directes avec les gens, les podcasts créent une proximité très forte avec les gens qui nous écoutent et qui viennent nous voir, qui viennent nous écrire et cetera. Enfin moi, je veux dire quand à l'époque de Distance Plus, le webzine, on n'avait pas beaucoup de retours, quoi. Les gens écrivaient de temps en temps pour dire, heu pour commenter un peu les infos, mais c'est pas lourd. Aujourd'hui, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant comme les gens enfin, je dis nous, Guillaume, parce que je sais que c'est pareil pour toi, mais les gens viennent nous voir, quand ils nous croisent, ils nous écrivent, tout le temps. On a une gestion des messages qui est assez folle. Donc ça, c'est la communauté, elle est et le sens de la communauté, ce qui est assez génial quand même, c'est fort. Et sur les réseaux sociaux, bah, voilà, on le voit là pour le coup avec les statistiques aussi, hein, les statistiques qui sont en hausse complète. Là, on sort d'un week-end, Hard Rock plus France où, pour un média comme Distance Plus, qui est un tout petit média, encore une fois, on a des ambitions, on a envie d'être haut, mais on n'est quand même pas encore un très grand média par rapport aux gros médias journalistiques. On a dépassé 7 millions de vues en quelques jours sur les réseaux sociaux. Ça, c'est aussi une réponse de la communauté et du fait qu'on est dans le vrai, parce qu'on est suivi. En fait, ce qu'on fait, ce qu'on propose, ce qu'on raconte est suivi. Et ça, c'est bon. Ça aussi, c'est un moteur pour nous et ça nous donne envie d'aller plus loin. Et dans le cadre du développement aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure. On a parlé de la bande à des plus, mais il y a aussi aux productions des plus l'envie d'aller voir un peu ailleurs, de proposer d'autres choses. Moi, ça faisait des années que je rêvais de faire un flash info radio du trail qui n'existait pas. Ça aussi, c'est quelque chose qui est un moteur pour moi d'essayer, comme Guillaume, hein, d'innover, de proposer des choses qui n'existent pas
ou qu'on voit peu, ben voilà, on a développé le récap des plus, d'abord sur les réseaux sociaux qui existaient sur d'autres médias, mais pas dans le trail, avec des informations toutes les semaines en carrousel. Le récap des plus qui est rapidement devenu un flash info du trail, qui dès normalement la semaine prochaine, et c'est une petite info, Fred, va devenir une newsletter également, qui va s'appeler l'extra des plus, avec d'autres choses, un peu plus de gras autour de l'os. Donc tout ça, et ça c'est le retour de cette communauté qui grandit, qui nous donne la force, l'envie et l'espoir de lancer des formats journalistiques, encore une fois, qui vont fonctionner demain, au-delà même d'une petite distance plus au départ, ou même du podcast La Bande à des plus. Je suis, totalement en phase avec tout ce qu'a dit Nico là sur effectivement l'influence que peut avoir, un média comme Distance Plus, Savant Plus et comme Course Épique. Moi il y a la notion d'incarnation que je trouve, intéressante. Nicolas disait qu'effectivement il a vocation lui enfin c'est pas essentiel, qu'il a vocation plutôt à être, en retrait probablement de plus en plus. Ça, je pense, apporte, en course à pied, on entend souvent le petit supplément d'âme là quand on est dans le dur. Je pense que c'est, un atout qui peut être effectivement, intéressant pour créer de l'attachement. On est dans le podcast, vraiment dans ce lien émotionnel, dans cette connexion émotionnelle, donc par la force des choses, quand les gens, nous écoutent, ils se connectent à ce qu'on est. Donc voilà, donc c'est assez logique qu'ils puissent retrouver, saupoudrer de ci de là, une présence, une incarnation. C'est aussi pour ça, qu'ils s'attachent à nous plutôt que, un média comme L'Équipe où, on connaît pas le rédacteur. Enfin voilà, il y a aussi cette chose-là, donc je pense que il faut savoir, capitaliser là-dessus parce que ça a aussi créé un lien relationnel qui est intéressant. Ce que racontait Nico, quand on rencontre les gens dans la vraie vie, ce qui est pas si courant, c'est génial parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux et les communautés offrent ce contact un peu plus direct, mais le podcast en tant que tel, on est quand même finalement dans un média qui est, relativement émetteur, sur lequel on n'a pas tellement de feedback. Donc aujourd'hui, effectivement, les réseaux sociaux nous offrent cette possibilité d'avoir des retours, de créer ce lien, et de l'affirmer aussi. Donc voilà, c'est important, mais enfin, moi, j'ai pas une vision négative de l'influence. Il y a des gens qui font des choses très bien, il y a des gens qui font des choses pas du tout intéressantes. Je pense que c'est Moi pas non un plus, hein. gros paquet dans lequel on met ouais, c'est pas un gros paquet dans lequel on peut mettre tout le monde. Il y a des gens qui ont une vraie démarche, qui sont suivis et dont les gens s'inspirent et tant mieux. Hem, enfin moi, on en parlera peut-être plus tard mais je trouve que, dans une certaine mesure, Alex Casquette Verte, un autre coureur que vous connaissez peut-être, la Clem qui court, qui marche pas mal sur les réseaux, adresse des communautés très différentes et finalement, vont éveiller le grand public au trail, à des sujets, auxquels ils ne seront jamais intéressés. Et je pense qu'il y a aussi cette influence-là d'un seul coup. Et moi, c'est en fait la mission première de Course Épique, c'est ça, hein, c'est de donner confiance aux gens dans leur capacité à se réaliser, à oser se lancer. On n'a pas besoin de faire une diag pour que ça ait de la valeur. Ça peut être 2 kilomètres en courant à côté de chez soi. Si, Course Épique peut influencer, l'action et permettre aux gens par toutes les histoires, que ce soit quelque chose qu'on va piocher chez Mathieu Blanchard ou chez, Justin qui est en surpoids et qui d'un seul coup a fait son premier 10 kilomètres, peu importe en fait. Et c'est probablement l'accumulation de ce qui aura été pioché, lu chez Distance Plus, écouté chez Course Épique, vu quelque part sur une vidéo d'influenceur YouTube. Si tout ça, ça nourrit finalement, ça développe une pratique saine, je pense que c'est aussi la belle vertu en tout cas ce que moi je cherche à accomplir. Et je pense qu'on est quand même tous dans cette, démarche-là. Donc je pense qu'il y a aussi, derrière tout ça une influence positive qui est possible. Et puis, parfois des profils qui peuvent être un peu plus clivants ou crispants pour les puristes, on va dire, mais qui, je pense, apportent autre chose à l'équation et peuvent aussi contribuer à éveiller les gens à la beauté de ce sport, et les encourager dans leur pratique. Je trouve que ça joue un rôle qui est important aussi et qu'il faut pas mépriser. Ouais, bien d'accord avec toi, Guillaume. Juste, si ça n'a pas été quand j'ai mis comment dire, Distance Plus, quand j'ai dit que c'était pas un influenceur, c'est juste dans la façon, dans la méthode, mais bien évidemment qu'il y a des influenceurs marquants, et tu parles de Casquette Verte notamment, euh, en fait, tout ça est complémentaire. C'est juste un positionnement à la base, mais il y a pas de il y a beaucoup, et surtout dans la course à pied, les influenceurs et Mmh mh. influenceuses, ou comptes importants de personnalités qui font avancer aussi notre sport. Mmh. Ouais, je sais qu'on est aligné là-dessus, Nico.
Alors, il y a une question à laquelle vous m'avez pas répondu, c'est vos audiences. Je ne sais pas si vous voulez les dévoiler, pas les dévoiler, c'est important aujourd'hui. Vous faites partie des podcasts les plus écoutés. Vous avez une audience, une communauté, ça vous permet aussi de monétiser, d'en faire un business model et une activité. Il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas de honte là-dessus. En tout cas, sur la partie business, est-ce que vos audiences sont des choses sur lesquelles vous communiquez? Ben, non, pas forcément, je veux dire spontanément, ça n'apporte pas grand-chose de communiquer, d'autant qu'en plus on est encore une fois des médias de niche, donc communiquer des chiffres, non contextualisés, c'est toujours un peu compliqué, heu et par exemple, enfin, il y a des médias des podcasts qui sont généralistes, qui s'adressent à absolument tout le monde, qui font des chiffres, des qui sont très élevés et qui, bah, en fait, n'ont juste rien à voir avec nous, ce qu'on propose. Par contre, moi, je suis assez, j'ai pas de problème à les donner. On est autour de 24 000 écoutes par épisode. Je fonctionne à l'épisode parce que, le mode de fonctionnement des gens qui donnent leurs chiffres aujourd'hui, assez variable. Si on donne au mois, à la semaine et cetera, tout ça veut rien dire en fait. On n'est pas assez, il y a le média n'est pas assez, mature. Je sais pas trop si c'est la bonne façon, mais on a des modèles qui sont tous extrêmement différents. On produit de manière, différente. On est loin de l'époque où, on mesurait l'audimat, du journal de 20h, de TF1 et de France 2, en France ou, du prime time, le film qui était le 1er qui suivait le journal, où on pouvait concurrencer, bah, voilà, la première chaîne, la deuxième chaîne, la 3e chaîne faisait tant. Il y avait, c'est tout le monde et c'était potentiellement les mêmes téléspectateurs. Dans le podcast, en fait, on peut donner les chiffres, mais pour moi, ça veut pas dire grand-chose parce que, il y a notre façon de produire, des émissions est complètement, différente les uns des autres. Même si on s'amusait à se comparer avec Guillaume, il faudrait qu'on se mette à table, qu'on essaye de trouver des points, comment dire? Un juste milieu pour trouver la vraie bonne comparaison. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Guillaume? Mais, Ouais, bah, oui, si on n'a pas la même fréquence de publication, forcément, moi j'ai mais voilà, c'est ça. des Ouais. épisodes qui sont plus éphémères que les tiens parce que quelqu'un va basculer sur le nouveau. Enfin, c'est difficile de comparer et surtout, alors quand même, je pense qu'on peut dire qu'on a des audiences qui sont, significatives mais le réflexe, je pense, c'est d'essayer d'aller, chercher des métriques qui sont, pas forcément les plus significatifs sur le podcast, en fait, et qu'on n'a pas l'habitude d'aller chercher, sur les autres plateformes. Quand on parle de réseaux sociaux, on va aller chercher du reach ou un nombre d'impressions. Moi, mes 2 vrais critères, c'est, le taux de complétion, et c'est à quel point les gens écoutent, se plongent et restent longtemps dans le podcast. C'est ça qui compte. Moi, c'est est-ce qu'un quelqu'un qui vient m'écouter, il va être convaincu, embarqué dans une histoire. C'est quelque chose qui valorise ce qu'on cherche à faire. C'est valorisant pour un partenaire qui va travailler avec nous parce que si d'un seul coup on crée, des points de passage, des points de contact ensemble dans ces moments-là, on sait qu'on a de la rétention, on sait qu'on a de l'attention et ça pour moi c'est un des chiffres qui ont une très grande valeur et l'autre elle est aussi d'ordre qualitatif, c'est les notes du podcast sur les plateformes, l'appréciation des auditeurs, c'est aussi ça, et je pense qu'il y a voilà, s'associer à un podcast, c'est là où ça rejoint ta question précédente, Fred, c'est pas juste s'associer à une puissance. Je veux dire, demain, je fais un post, Instagram, je mets 500 € pour l'amplifier, je vais avoir 3 millions de vues. Est-ce que ça raconte vraiment quelque chose? Je suis pas certain. Voilà, acheter des communautés ou autre, ça se fait quand même moins, mais j'ai vu des choses se faire, pas glorieuses. Qu'est-ce que ça raconte de comme chiffre, en fait? Donc je pense que il faut faire un petit pas de côté aussi sur la façon dont on observe ces chiffres-là. C'est-à-dire, évidemment, si on a 95 de complétion et qu'on est écouté par 12 personnes, c'est pas très intéressant. Mais je pense que nous, on est à la croisée de ces chemins où voilà, le podcast a une audience. Voilà, je sais pas si on regarde à l'année, on doit être pas très Nico et moi, on est dans des, zones, je pense qui sont comparables. Mais j'ai pas fait le calcul, hein, Nico, je t'avoue. Mais au-delà de ça, est-ce que les gens c'est ça qu'on apporte de singulier, en fait, et qu'apportent pas les autres médias. Donc c'est ça qu'il faut aussi sur lequel il faut vraiment passer du temps et regarder même pour nous, dans ce qu'on fait en éditorial, à quel moment les gens décrochent. Est-ce que cette rubrique-là, elle a tout son sens? Est-ce que cette typologie d'invités, cette typologie de courses, d'axes, a tout son sens? Et ça, je pense que on peut l'observer de façon assez fine le podcast et c'est ça qui doit aussi nourrir la réflexion et je pense que des partenaires qui s'adossent aussi, à Distance Plus ou à Course Éthique,
Ils viennent chercher une légitimité, une tonalité, des valeurs. Enfin, il y a aussi ce qui est impalpable autour de ça et qui se traduit pas uniquement par des audiences. Il faut qu'il y ait les audiences parce que sinon, c'est pas suffisant et c'est de l'amateurisme total. Mais, il y a toute une chose intangible que viennent chercher, les gens avec qui on peut travailler et puis les auditeurs qui est, voilà, un ressenti, des émotions, une tonalité, une exigence, une façon de traiter les sujets et je pense qu'il faut aussi valoriser ça, au-delà du chiffre d'écoute. Alors on l'a bien Je souligne juste une chose, c'est que, Guillaume comme moi et comme toi évidemment, Fred, on va sur le terrain, on est beaucoup sur le terrain et on entend aussi, les gens qui disent: «Bah, j'ai écouté ça dans Course Épique, j'ai écouté ça dans La Bande à des plus» et cetera. Donc on voit bien que les leaders d'opinion aujourd'hui, ceux qui sont, qui on va dire dirigent ou mènent, notre sport et les gens qui viennent courir le week-end sur les courses, sont aux prises avec notre travail puisqu'on est cité, très régulièrement, et ça, bah, j'en reviens encore à la proximité, au fait, de la communauté, le fait la prise, comment dire? D'être dans le réel avec les gens, bah, ça on le sent aussi. C'est fort encore, c'est beaucoup plus fort qu'un chiffre qu'on regarde sur un ordinateur. Ah, on a fait tant d'audience. Quand on ressort d'un week-end, je sais pas si j'imagine que c'est un peu pareil toi, Guillaume, quand on ressort d'un week-end de course, on a croisé plein de gens qui nous ont dit à quel point notre travail était important pour eux. Bah, ouais, ça fait du bien, quoi. On sent qu'on est utile, qu'on a servi vraiment à quelque chose au-delà même des chiffres. Alors justement, on a compris depuis tout à l'heure, presque maintenant depuis 1 heure, que le socle de votre activité, c'est vraiment aujourd'hui le podcast. C'est vraiment, l'outil de base, celui qui est le pied de la pyramide, que vous allez développer, différents formats. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer dans le podcast, on en voit presque mensuellement un nouveau apparaître. Est-ce qu'il y a encore de la place pour de nouveaux podcasts? Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous semblez, peut-être vous dire, il y en a suffisamment et puis le ménage va se faire, tout seul parce que, on le sait, hein, vous le vivez vous au quotidien. Moi, je le vois aussi quand je prépare ces podcasts. Il y a la face visible de l'iceberg où on est avec un invité, tout aussi sympathique, prestigieux qu'il peut l'être. Mais en amont, il y a souvent, plusieurs jours, plusieurs heures de préparation, qui sont du travail de l'ombre et qui à la fin peuvent aussi, être dissuasifs, pour un nouvel entrant. Moi, je pense que c'est présomptueux de se dire que plus personne a sa place dans cet univers-là. Par nature, j'ai tendance à penser que chacun peut apporter quelque chose avec, son approche, son angle. À partir du moment où il y a du sérieux, de l'investissement, un engagement sur la durée, je pense que chacun peut trouver un public, qui est plus ou moins grand. À côté de ça, je pense aussi que, les je vais réutiliser l'expression, mais les marques qui sont installées, depuis quelques années, qui sont investies, régulièrement, qui occupent le terrain, physiquement, qui sont légitimes, hem, vont aussi, je pense, émerger. Donc voilà, il y a des nouveaux entrants, il y a des gens qui arrêtent. Il y a aussi peut-être, dans 2 ans, on sera peut-être plus pertinent. Enfin, il ne faut pas aussi exclure, tout ça, il y a des nouvelles générations qui arrivent donc moi je considère que et c'est aussi pour ça qu'on doit se challenger, constamment avec Nico et tous, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter qui est encore, à la fois à la croisée de ce que nous on est, de ce qu'on veut apporter à la discussion, et la valeur qu'on veut porter et en même temps les attentes, l'évolution des cibles, des communautés, des pratiquants. Après on a un sport qui change, donc on a des gens qui s'y intéressent, qui évoluent aussi. Comment est-ce que nous on est toujours juste dans ce qu'on peut leur raconter? Donc oui, effectivement, je ne sais pas s'il y a autant de podcasts qui naissent que dans notre secteur. Donc c'est presque je sais pas si c'est un running gag, mais en tout cas, avec Nico, on en rit souvent parce qu'on voit fleurir un peu tout le temps des nouveaux podcasts et moi je trouve ça chouette que les gens, par cette passion, initient des choses et veulent, faire partager leurs propos. Voilà, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais en tout cas, je pense quand même qu'il y aura une polarisation avec, les podcasts, je pense, les plus installés, les plus établis, qui vont malgré tout rester des valeurs refuges, dans lesquelles les auditeurs auront tendance à aller, piocher tant qu'on est, pertinent et juste par rapport aux attendus, à l'évolution du secteur et de la pratique. Ouais, je suis d'accord aussi. Moi, je pense qu'il y a de la place, largement de la place, parce qu'en fait, on est un sport, qui est, populaire, mais qui est quand même, jeune. On a, une croissance, qui est très, très forte, l'une des croissances les plus fortes, tous sports confondus. Donc forcément, ça va faire de nouveaux auditeurs. Donc, il y a de la place. Je pense que la il ce qu'il faudrait, c'est que les nouveaux podcasteurs, ceux de demain, ceux qui se lancent en ce moment, aient juste,
conceptualisent correctement, leur travail, proposent quelque chose qui n'existe pas. Malheureusement, ce qu'on voit souvent, c'est des copies, en fait. C'est on s'inspire d'eux, on fait plus ou moins la même chose. Ça, je dirais que c'est dommage, alors qu'il y a la créativité d'aujourd'hui, permettre sans doute de faire, de proposer des choses nouvelles. Mais moi, j'avoue que j'aime bien, me nourrir aussi de ce qui est nouveau, parce que ça nous force à ne pas rester dans les 2 pieds dans le même sabot, d'évoluer, de pas croire que ce qu'on fait, c'est formidable ad vitam aeternam, et cetera. Donc c'est stimulant, en fait, les nouveaux arrivants, ou ceux qui proposent des choses nouvelles, faut le voir comme quelque chose de stimulant. Surtout Mmh. Trail Business Club, quand même. Bah, Fais pas de typiquement, lèche-bot, non fais Ouais. pas de lèche-bot, mais Guillaume. mais mais typiquement, le Trade Business Club est arrivé vous vous êtes positionné. Enfin, il y avait de la place pour ça. Il y avait de la place pour ce projet-là, pour ce type de discussion-là, de propos-là, et donc voilà, ça c'est formidable. Alors, je voudrais, qu'on bascule un petit peu, qu'on fasse un pas de côté et qu'on utilise votre expertise, votre regard externe sur, la discipline. Vous le disiez tout à l'heure, enfin, il y a quelques instants, qu'aujourd'hui, il y a un nouveau public qui arrive dans le monde du trail, beaucoup de jeunes, un public qui est aussi, pas forcément expert de la discipline. Hem, on voit beaucoup de nouveaux entrants, de gens qui découvrent ce sport. Est-ce qu'aujourd'hui, on est sur un phénomène de mode ou un phénomène de société que vous arrivez à palper et à la fois vous pouvez, hem, l'influencer, en tout cas dans le bon sens, dans le sens noble du terme influencer à travers vos podcasts? Tu le disais, Guillaume, tu peux donner envie à des gens de courir parce que tu es en surpoids, parce que, c'est pas parce que tu vas pas gagner l'UTMB que tu es pas non plus, ton propre héros. C'est aussi une expression que j'entends sur la bande AD+, que je rends à Stéphane Brognard, qui l'utilise assez souvent là-dessus, ton propre champion. Mais est-ce que vous sentez qu'il y a un phénomène nouveau qui est en train de se produire et qui va changer aussi la face, le visage de ce sport? Moi, je pense qu'on peut pas contester, cet attrait. Je pense qu'il y a une lame de fond et vraiment un intérêt qui sera, je pense, structurel et pérenne pour, la discipline, tout ce qu'elle peut porter comme valeur, et je pense une prise de conscience, au niveau sociétal de l'importance d'être, en bonne santé et aussi, d'évoluer en nature, de prendre soin d'elle. Donc je pense que ça, c'est des choses qui sont faites pour durer. Je pense que d'un point de vue, des marques, en tout cas, qu'elles rendent aussi ce sport désirable, de plus en plus, on peut le voir. Alors parfois on peut, questionner, les niveaux auxquels ça va et à quel point ça part en conflit avec, finalement l'essence et la simplicité de ce sport. Mais malgré tout, elles rendent aussi cette, discipline, attirante, plaisante, que ce soit dans des activations qui peuvent être mises en place, ou simplement que des tenues qui donnent d'un seul coup envie de, voilà, je sais pas si ça donne envie, mais en tout cas ça peut devenir, heu, cool et chouette de faire de la course à pied. Donc, est-ce que c'est des gens qui vont rester ensuite? Pas nécessairement, mais en tout cas ça ouvre à de nouveaux publics, ce qui en soi, moi je pense, souhaitable. Et donc, je pense que c'est un peu des 2. Je pense qu'il y a un mouvement de fond. On l'a vu au moment du Covid sur la pratique de la course à pied, donc les gens pratiquent un petit peu moins aujourd'hui qu'ils pratiquaient au pic du Covid, mais je pense que ça a quand même éveillé une certaine partie de la population aux vertus de la course à pied, et une bonne partie sont restés aujourd'hui, donc c'est aussi, intéressant pour ça. Et donc je pense qu'on vit ça aussi, avec le trail, comme on a pu le voir dans la course à pied au sens, global. Ouais, je suis d'accord avec tout ce que dit Guillaume. Un effet de mode, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que que c'est plus que ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à la course à pied, parce qu'ils ont pas, en fait, il y a c'est un cercle vertueux, quoi. On voit les gens courir, on se dit: «Nous, pourquoi pas?» Et puis on se rend compte à quel point ça fait du bien, au-delà même, de la santé à la tête, et cetera. Et donc c'est un mouvement de fond, et je pense que ça transcendra la mode, parce qu'une mode, on se lasse. J'ai du mal à imaginer, bien évidemment, il y a des gens qui vont s'en lasser, mais j'ai du mal à imaginer qu'on se lasse de la course à pied, à part se blesser parce qu'on a fait n'importe quoi, ou qu'on a eu un accident, évidemment. Je pense que quand, la plupart du temps, quand on se met à courir, que ce soit sur route, en trail, et cetera, bah, on ouvre quelque chose en nous, et
c'est assez difficile de le refermer. Donc, en fait, j'ai plus envie de croire et d'espérer plutôt que ce ne soit pas une mode et que la course à pied va juste être en développement encore plus et le trail encore plus et faire découvrir, on va permettre aux gens de découvrir tous ces sentiers qui parfois sont vides. Je sais qu'on entend de plus en plus de gens dire qu'on abîme les sentiers, mais bon, il y a quand même beaucoup de place pour aller courir en nature, se réfugier même, je dirais même en nature par rapport à l'anxiété de la ville. Et je pense que c'est une discipline qui est protéiforme aussi, bah, on je pense à la fois en termes d'attente, en termes d'expérience, on questionne beaucoup des circuits comme l'UTMB, son gigantisme et cetera. Je pense qu'il y a, peut-être des gens qui vont se lasser de ce type de circuit, qui vont aller se réfugier vers d'autres types de courses, et qui vont évoluer. Donc je pense qu'il va y avoir des bascules aussi de l'un à l'autre, des gens qui à un moment ont eu des expériences, marquantes, avoir l'impression de faire partie d'un ensemble, qui est, très visible et des organisations, assez massives qui ont, des points positifs aussi et puis aussi aller piocher à droite à gauche, leurs petites courses de village. Et heureusement, l'offre elle est pléthorique et elle est en pleine croissance sur le trail qui a dépassé, je crois, la route pour la première fois cette année en nombre d'événements. Donc je pense qu'il y a ce côté-là protéiforme dans les attentes aussi. Je crois aussi beaucoup à tous les formats plus expérientiels. Moi, j'ai fait le one and one avec Germain Granger au mois de mai. Avec Nico, on a participé à l'Ultraspiré de François Den, pas la même année. Mais toutes ces expériences qui aussi sont une approche de course à pied sportive, mais qui sont alternatives, qui imbriquent, de l'humain, du social, du relationnel. Je pense qu'il y a aussi tout ça. C'est une autre façon de vivre la course à pied. Donc je crois beaucoup à tous ces dérivés-là. Hem Et voilà, et puis je pense que même chez les athlètes élites, on peut observer un peu cette porosité entre toutes les disciplines. Les athlètes qui vont faire du cross, qui vont faire du court, qui d'un seul coup, font leur premier 10 kilomètres ou leur premier marathon, alors qu'on les connaît pour leur pratique, d'ultra. Donc voilà, je pense que tout ça, finalement va être évolutif, mais va porter effectivement un mouvement général autour d'une pratique, durable. Ouais, c'est un sport tellement, tellement large et moi ce que j'observe, je suis pas sociologue, hein, mais ce que j'observe, c'est que, c'est un sport qui se pratique de plus en plus en famille. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de papa, maman, les enfants qui vont courir ensemble, ou qui, vont vivre un événement sur une course, et pas forcément à une course UTMB, hein, heu, ensemble et créer du lien. La course à pied crée du lien et puis c'est un sport bigrement accessible. Certes, les marques aujourd'hui se sont emparées de ce sport et parfois, bah, la tenue qu'on porte, coûte une petite fortune. Mais en vrai, si on veut juste courir, c'est relativement facile. Il n'y a pas besoin d'aller très loin, ou d'apprendre pendant des années une technique. Alors vous en avez parlé, l'UTMB aujourd'hui est en train à la fois de galvaniser, le monde du trail, de créer, une envie, de créer une proposition, en tout cas un produit qui attire les gens. Mais on voit alors c'est aussi votre, côté observateur, de ce premier semestre 2025 qui m'intéresse. On voit aussi par contre, une dilution très, très forte sur les épreuves UTMB des niveaux et qu'aujourd'hui, on a quelques épreuves qui sont devenues, on va dire, mythiques. Là, on retrouve des vraies confrontations, comme les Mathésins, la Sky Race des Mathésins, Zegama, le Marathon du Mont Blanc, le Championnat de France qui a eu lieu ce week-end, ou dans le monde de l'ultra, c'était peut-être la seule vraie confrontation de l'année à ce jour en attendant l'UTMB, la Western States. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui observez à la fois le côté populaire qui grandit et qui donne envie à des gens, mais aussi le côté sportif élite, est-ce qu'il y a une dilution sur les courses du niveau, on retrouve juste deux trois coureurs à droite à gauche et que médiatiquement, on manque aussi parfois de vraies confrontations et de vrais combats des chefs? Moi, j'ai l'impression d'en prendre plein les yeux là depuis le début de l'année. Alors il y a des pics là comme ce week-end où, j'avais un œil sur la Hard Rock, notamment grâce à l'excellent travail de Distance Plus, en même temps sur les France et un peu Val d'Aran aussi. Donc je pense qu'il y a cette offre pléthorique. On a quand même eu, effectivement, je pense qu'il y a des manches, de Golden Trail Series ou de courses UTMB ou autres, la densité ou de skyrunning où le niveau est est pas là. Je sais pas si c'est des courses qu'on aurait suivies, par ailleurs, mais à côté de ça, il y a des Chianti. Tu vois, tu citais les courses depuis le début de l'année, il y a quand même un Chianti où il y a Kylian, Jim et Vincent qui sont des rendez-vous, nouveaux. Je pense qu'on a tous suivi le Ventoux by UTMB aussi, le duel entre, Ben Diman et Baptiste Chassel notamment. Enfin moi, je trouve qu'il y a aussi, heu, beaucoup de moments, franchement haletant et je sais pas si on peut, je trouve que globalement, je constate plutôt une répartition, d'athlètes. J'ai l'impression de les voir, sur
plein de courses très différentes, de choisir bien des objectifs qui fait que finalement, tout au long de l'année, on arrive quand même à avoir des rendez-vous assez haletants de manière générale, une bonne constance. Je sais pas, c'est peut-être moi, j'ai l'impression qu'il y a moins de blessures cette année aussi, que les athlètes sont quand même plutôt là en je sais pas si ça a été une redéfinition et un rétrécissement des objectifs de course, mais je me souviens l'année dernière au moment des France où, beaucoup d'athlètes étaient blessés parce que trop de densité, obligés de s'entraîner très fort pour être, sélectionnés et cetera. Moi, je trouve qu'il y a aussi cette, plein de moments dans l'année qui sont, vraiment, chouettes à vivre. En tout cas, moi, j'y trouve quand même globalement mon compte. J'ai pas l'impression que ce soit juste des pics autour de 2-3 temps forts, à l'année. Voilà, c'est mon ressenti. Moi, j'ai du mal à me positionner honnêtement, de manière factuelle. Je trouve aussi oui, que chaque week-end a son lot propose son lot de d'adversités, excitantes. Alors c'est vrai que, peut-être plus sur l'UTMB que sur d'autres événements, il y a des by UTMB où on va retrouver peut-être, 1, 2, 3 gros joueurs qui, on le sait à l'avance, vont jouer la course et ça va la rendre peut-être pour les observateurs de ce sport de l'avant un peu, décevant par rapport à des confrontations magistrales comme on a pu voir sur les France, la Western, heu, Transvulcania, et cetera, mais j'ai vraiment du mal à dire que ça se dilue. C'est-à-dire que clairement, les courses by UTMB sont, voilà, sont un point d'entrée pour l'UTMB suivant ou l'année d'après et il y a des athlètes qui vont faire ce choix, qui se retrouvent un petit peu seuls. C'est un peu décevant, mais c'est pas forcément les grandes courses, quoi. Donc sur les grandes courses, j'ai le sentiment qu'on est plutôt en train de monter le niveau parce qu'en fait, de la même manière que ce sport est en train de gagner en popularité, on a aussi une croissance, mais ça Fred, tu serais plus à même que moi de répondre, je pense. On a une croissance du niveau moyen des meilleurs athlètes devant et donc, bah, fort fatalement, on a, une croissance enfin le niveau moyen augmente, le niveau devant augmente et le nombre, la densité, au départ augmente chez les hommes comme chez les femmes et je crois même peut-être encore plus chez les femmes, ces derniers temps. J'avoue que, à titre personnel, là c'est pas le journaliste qui parle, je suis quand même assez excité par toute cette année depuis le début. On a quand même vraiment des courses, très chouettes, que ce soit sur les formats courts, jusqu'au format long. Là, ce week-end avec la hard rock, alors c'est vrai que on peut moquer la hard rock parce qu'il y a pas beaucoup de gens pas beaucoup d'athlètes au départ, parce qu'il y a pas beaucoup d'athlètes élites, et cetera. Mais bon, on s'est quand même fortement enthousiasmé de la course, certes un peu franco-française devant ou avec Zach Miller, et cetera. Ça reste que les courses sont souvent passionnantes. Je sais pas si le mot dilution, si on à l'échelle de l'ensemble des courses, est le bon mot. Il y a une petite dilution sur certains événements by UTMB, pas tous, et je pense que ça d'ailleurs, ça sera, variable d'une année sur l'autre. Guillaume parlait du Chianti. On s'est beaucoup interrogé, je pense, sur pourquoi le Chianti a été aussi excitant cette année, alors que c'est une course relativement récente, relativement peu passionnante, pas pas spécialement, belle à regarder. Cette année encore moins parce que ça s'est joué dans la boue. Bon, bah, cette année, c'est parce qu'il y avait ce trio, magnifique devant, Jim, Wemsley, Vincent Bouillard et Kylian Jornet. Il y aurait certainement pas eu de live. D'ailleurs, je crois qu'il y a un live qui s'est, un peu commandé dernière minute parce que il fallait pouvoir le voir. Est-ce que l'année prochaine au Chianti 2026, on aura le même attrait? Je suis pas certain. L'avantage du Chianti, c'est qu'il est bien placé dans le calendrier pour pouvoir courir la course, se qualifier à l'UTMB, puis ensuite bosser réellement sur la planification. Quoi qu'on a pu voir que malheureusement pour Jim Wemsley, ça a eu des conséquences importantes parce que certes, il a gagné le Chianti, mais il n'était pas à la Western, là où certainement il avait envie d'aller remporter son 5e titre cette année. Et peut-être juste pour prolonger, ce que enfin, le boulot qu'on a pu voir que toi tu as été amené à faire, Fred, par exemple, ce week-end avec les équipes sur les championnats de France ou, la façon dont aujourd'hui, l'UTMB notamment produit des lives donne aussi, je pense, cette accessibilité à tous ces événements, les sublimes, voilà, fait qu'on a plein de moments dans l'année, très enthousiasmants autour de ces rendez-vous parce que aussi la qualité de prod et la facilité à suivre permet de vivre pleinement, tous ces événements, quelle que soit un peu leur échelle.
ça contribue aussi, je pense, beaucoup à tout ça. En plus de effectivement la densité, moi, je trouve sportivement, on est aussi dans une période intéressante avec des anciens, des confirmés qui tiennent leur rang, qui nous font rêver. On a eu l'exemple, je sais pas si on pourra pas ombrage avec Ludo ce week-end sur la Hard Rock, mais il y a des jeunes pousses qui arrivent, en force aussi. Je trouve qu'il y a un renouvellement quand même des générations. Il y a des retours, David Emanini, par exemple, Marathon du Mont Blanc. Enfin voilà, il y a tout ça crée aussi, effectivement, un plateau et puis une distribution sur différentes courses qui les rend quand même pour la plupart, vraiment chouettes à suivre parce que, chacun trouve sa place sur ces différentes courses tout au long du calendrier. Alors, ce qui augure d'une seconde partie de saison, vous avez dit, entre l'UTMB où on devrait avoir sans doute le plus beau duel de la saison, mais aussi des championnats du monde, des courses comme les Templiers, le Grand Raid de la Réunion. En tout cas, on verra si cette deuxième partie de saison tient toutes ses promesses. On va arriver, je vais pas trop vous retenir parce qu'on est déjà à plus d'une heure 20 d'entretien. Et puis on pourrait passer presque 3 heures sur tous ces sujets de sportifs et tout ce qui tourne autour de l'activité du trail running. Juste, on va finir avec deux, trois petites notions. Est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez prêt à échanger vos rôles dans les podcasts? Est-ce que Nico Fréré serait prêt un jour à présenter Course épique et Guillaume Lalue serait prêt à rendre l'appareil et présenter une émission de la bande AD+? Mais j'ai déjà présenté Course épique, moi. Tu te rappelles, Guillaume? Je me souviens bien l'épisode Alors, j'ai 100. pas vraiment Plaisir. présenté, mais j'ai co-présenté. Bah, je pense en tout cas, avec compte tenu de ta sensibilité et voilà et ta connaissance et ta rigueur éditoriale, tu serais, tout à fait, enfin, sur ton domaine, en course hippique. Je pense, tu t'attaches aussi, fort aux histoires et au destin des coureurs donc je vois enfin, je t'y vois bien en tout cas. Moi, je pense que ce serait moins immédiat, moins facile pour moi. Je pense que j'ai peut-être, alors en chef d'orchestre peut-être, c'est vrai que moi je suis peut-être, moins dans ces logiques de débat, de polémique, tout ça, c'est un petit peu moins mon terrain de jeu. Donc toi, effectivement, tu as cette capacité à bien l'orchestrer. Ça me sortirait un peu de ma zone de confort. Et ben, moi, je sais pas, ouais, moi, enfin, je suis, j'aurais certainement pas, la même, direction d'interview que Guillaume, qui le distingue vraiment dans sa façon de créer une bulle, dans la bienveillance qu'il impose et qui permet à Course Épique d'avoir un ADN très fort. Par contre, c'est sûr que moi, l'une des choses que je préfère dans la vie, c'est faire des interviews. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Mais ouais, je dirais pas que je pourrais remplacer Guillaume. Non, non. Faisons, faisons chacun ce qu'on sait faire dans nos boutiques respectives, en appréciant le travail de l'autre mutuellement, et ce sera bien. Mais s'il y a un poste pour Trail Business Club, on serait vraiment ravis avec Nico de pouvoir le reprendre, à partir de la saison prochaine. Ah bah ça, je vous dirai ce qui se passe. Pourquoi pas? Hem, Juste, je sais que vous vous connaissez très bien, vous appréciez aussi beaucoup, vous respectez aussi vos travaux respectifs. Je vous avais demandé juste, alors c'est rare que je le fasse, si vous aviez une petite anecdote l'un sur l'autre, mais en fait j'ai réfléchi à ça ce matin. Je me suis dit, souvent quand on lance un business, quand on lance une entreprise, on a souvent une anecdote qui peut faire que, en fait, on se dit, bah en fait, si je m'étais pas planté là, peut-être que ça aurait pas marché, ou j'ai fait cette énorme boulette, mais finalement cette énorme boulette, elle m'a valu un retour d'un partenaire, ou elle m'a valu. Est-ce que vous avez chacun une anecdote là-dessus? Alors je vois que vous creusez les méninges. Euh, Est-ce que ça, c'est souvent aussi Moi, je n'ai pas d'échec, Fred. Je suis embêté. Je n'échoue pas. Comme tout entrepreneur, il y a aucun échec sur le Non, parcours. bah non, c'est ça. Ouais, il y en a tout le Moi, je suis temps. embêté parce que j'avais une anecdote sur Guillaume. Ah ouais, Non, mais vas-y, balance, je balance, l'ai, je Nico. pense que je l'ai. Mais c'est une anecdote qui me met un petit peu qui fait un pas de côté avec qui je suis comme journaliste, parce que certains le savent, d'autres pas. Donc j'ai une vraie là, je vis en partie au Québec, et il se trouve que Distance Plus est né notamment avec l'appui de l'Ultra Trail Arikana du Canada, qui est l'une des plus grosses courses au Québec, et celle qui est devenue il y a quelques années directrice des événements Arikana, elle ne l'est plus aujourd'hui,
était également une rédactrice en chef adjointe de Distance Plus, Marlène Côté pour ne pas la citer. Et quand elle a pris ses fonctions, comme on avait l'habitude de travailler ensemble, elle m'a demandé si je voulais l'accompagner sur certains volets communication. C'est quelque chose qu'on fait pas trop quand on est journaliste, de passer le Rubicon, mais j'avais une vraie affinité pour cette course sincère. Et donc j'y suis allé. Et je suis devenu aussi producteur de l'UTHC TV, qui était pour le coup au Québec le premier live, si on veut, au Québec, live avec tous les guillemets qui s'imposent, parce que le 125 km de l'Ultra Trail Arikana du Canada se fait dans la forêt boréale, sans aucune civilisation ni connexion. Et à l'époque, les Starlink n'existaient pas. Mais bref, dans ces fonctions-là, je m'étais dit que ce serait vraiment cool de faire venir ce petit jeune qui monte, Guillaume Lalu On veut. de Course Épique, et, et, et qui en plus avait, parce on se connaissait déjà un tout petit peu, mais avait une vraie affinité pour le Québec. D'ailleurs, je pense que c'est né d'un café qu'on avait pris à Paris un jour, où on avait appris qu'il avait lui aussi vécu au Québec, où j'ai dit non, mais il faut absolument que tu viennes à l'Ultra Trail Arikana, vive ça. Et donc bien évidemment, Course Épique a été invité. Et ça n'a pas été très simple d'arriver au Québec, puisque Guillaume a eu un petit souci de visa. 3 fois rien. Et jusqu'à la dernière, vraiment, je pense qu'on peut dire la dernière minute, il a failli pas venir parce qu'il avait pas son visa, et il s'est réveillé à 3 heures du matin, à quoi 2h30, 3 heures du départ de l'avion, pour se rendre compte que le mail était enfin arrivé après plusieurs jours Avoir de décalé stress. déjà mon arrivée, Et ouais. après avoir décalé l'avion, et du coup, il a eu parce il avait mis son réveil ou quelque chose comme ça, il a regardé, il avait le visa, il a fait sa valise en 2 coups de cuillère à peau, monté dans un taxi, pris l'avion, et il est arrivé à la seconde du début. Je pense même que l'événement avait dû peut-être même commencer, poursuivre la course, et il en est sorti un très très beau podcast de course épique. Et s'il ne l'avait pas raconté, voilà, tout ce background là on aurait vu que du feu, quoi. Mais pourtant, Dieu sait si cette aventure épique a été euh, a été corsée pour le petit Guillaume Lalu. Je suis un chat noir, moi, je pense, dans les transports. J'en ai eu la preuve encore hier parce que pour aller à Annecy, je suis passé par Avignon. Voilà, c'est la première fois que ça m'arrive Bravo. et jamais trop tard pour bien faire. Je suis monté dans le train de droite et pas dans le train à gauche sur le quai. Chapeau Et là, l'artiste. au moment de l'annonce de la destination Nice, ce qui m'a rassuré, c'est qu'on était 3. Donc on avait un petit podium de vainqueurs quand même. Mais quand je suis allé voir la contrôleur, elle avait l'air déjà très bien au courant des solutions de repli pour réussir à aller à Annecy. Donc j'ai mis 7h30, je pense, pour aller à Annecy en train hier. L'interview en valait le coup, mais voilà, je pense que je suis un chat noir. Alors, heureusement presque t'es pas parti vers Cherbourg ou Lille, parce que le voyage aurait peut-être été un Mmh. petit peu plus compliqué. Tu serais peut-être arrivé que ce matin, non? Ouais, c'est possible. J'ai pris un Avignon-Strasbourg quand même pour aller à Annecy à un moment. C'est quand même sympa. Non, juste pour, moi des galères, il y en a plein sur le chemin, et il y a aussi des bons moments avec Nico. Voilà, moi, c'est mon partenaire de course. Donc, voilà, Nico, pour moi, ce sera toujours, Grand Col Ferret, le petit matin qui se lève, les tout premiers, la tête de course qui vient de passer. Voilà, c'est des moments un peu hors de tout. Et puis, on a souvent la chance de courir aussi, c'est important, mais on pratique ce sport. Donc, voilà, ça ne nous donne pas toutes les clés, mais ça nous en donne quelques-unes. Et voilà, quand on court ensemble, moi, j'ai l'impression d'avoir mon podcast allumé avec Nico. Ça dure longtemps jusqu'à ce qu'il me décroche, mais voilà, c'est toujours aussi très plaisant de partager tous ces moments-là, et ça fait partie des réjouissances d'aller sur des événements. Je t'associe à ça, Fred aussi. Voilà, c'est tout ce qui fait qu'on, voilà, la beauté de ce qu'on partage autour de cette passion, c'est aussi les gens qui l'incarnent, et voilà, c'est le cas. C'est sincère, hein. C'est peut-être, ça vous paraît trop, mais c'est sincère. Eh ben, merci. Je vais vous renvoyer tous ces compliments, parce que je passe aussi vraiment de très très bons moments avec vous deux quand on se croise sur les courses ou au bar. On peut le dire aussi que de temps en temps, on est au bar. Ça nous arrive de boire des bières. En tout cas, je vous remercie tous les deux. Guillaume Lalu pour Course Épique, Nicolas Fréret pour le média Distance Plus et pour la bande AD+. Là, on va tous prendre, je pense, quelques jours de vacances avant de se retrouver probablement sur Cerzinal. Hein. On l'a pas cité, mais c'est vraiment pour moi la plus belle course du monde, parce qu'au moins là, tout le monde est invité, tout le monde peut s'exprimer, et comme vous le disiez, les performances ne cessent de grandir. On y sera peut-être cette année pour un nouveau record de la course, on l'espère. Et puis ensuite, un UTMB qui s'annonce encore tout aussi palpitant, avec les autres courses qui sont associées, OCC et CCC, sans oublier la TDS
la MCC et les courses jeunes. Et puis ensuite, direction les championnats du monde, et toutes les courses qui vont nous captiver. Merci, messieurs, de m'avoir accordé cette 1h30 d'entretien. Et puis, bon été à vous et bon été à tous les auditeurs. Merci Fred. Pardon, merci Fred. J'en Très suis bien. ému. Merci à tous Et les deux bon pour ce été moment. à tous les deux. Bon été, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Trail Business Club. N'hésitez pas à le partager et à nous dire ce que vous en pensez. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous conseille de vous abonner à la newsletter Mile & Stone. Elle est gratuite et vous pouvez vous inscrire sur mileandstone.com.